Bonjour, bienvenue sur ce webinaire dont le thème est l'écoute professionnelle, comment établir le lien et créer l'ouverture dans le dialogue et dans la relation. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que Origine est une école de coach qui forme des coachs professionnels au coaching d'équipe, au coaching individuel. Ce webinaire s'adresse évidemment à des coachs qui veulent se développer, qui veulent approfondir leur qualité d'écoute et de présence, mais il s'adresse aussi à des managers qui seraient désireux de développer la puissance de leur management, et puis à toute personne finalement qui aspire à s'engager dans des relations authentiques fondées sur une écoute profonde. Alors d'abord je voudrais vous dire que, un peu comme cette image, on voit un sachet de thé qu'on met dans un verre d'eau chaude. Mouiller le sachet de thé, ça dure une seconde, c'est instantané. Par contre, il faut un certain temps pour laisser infuser afin que la saveur du thé puisse avoir imprégné l'eau. Alors de la même manière, je voudrais vous dire que comprendre ne suffit pas. Je vais vous donner quelques idées que vous allez capter immédiatement et c'est un très bon début. Ensuite, quand vous allez les introduire dans votre pratique, eh ben, ce sera déjà une forme d'engagement. Puis après ça, vous allez vous entraîner à rôder ces pratiques et les pratiquer, les pratiquer, les pratiquer jusqu'à l'excellence. Et ça devient un comportement professionnel. Et puis enfin, si vous voulez maîtriser ces pratiques au point qu'elles deviennent un réflexe, ben ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps. Et ce temps, je ne vous promets pas, d'une manière illusoire, qu'après ce webinaire, vous aurez une écoute exceptionnelle. Après ce webinaire, vous aurez les clés pour pouvoir pratiquer, et si vous pratiquez avec persévérance, vous développerez certainement une écoute exceptionnelle. Voilà, j'introduis ce séminaire maintenant avec cette image du verre d'eau qui se remplit, d'abord parce qu'elle est jolie, et ensuite parce que l'eau, c'est en tant que matrice de la vie, vous savez que nous sommes tous nés dans du liquide amniotique, c'est aussi le symbole de la relation. Quand vous voulez couper la relation avec quelqu'un, on dit couper le cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, c'est ce qui nous a reliés avec la maman euh, au travers du liquide amniotique. Et donc, finalement, l'eau, c'est justement le symbole de l'écoute profonde, silencieuse. Et à quoi elle sert, cette écoute profonde et silencieuse? Elle sert à soi à entendre ce qu'il y a à entendre, mais elle sert surtout à l'autre, celui qu'on écoute, dans le sens où ça lui offre un espace qu'il va mettre à profit pour élaborer ce qu'il a à dire. Alors je voudrais resituer donc cette symbolique de l'eau dans un modèle simple et universel qui est le modèle que vous connaissez tous des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est l'élément solide, c'est le socle, c'est là où vous mettez les pieds pour marcher, c'est le support qui est rassurant et qui est structurant d'une certaine manière. L'eau, on vient de le dire, c'est le symbole de la fluidité, de l'unité, du lien. L'air, c'est le symbole de l'activité. Quand vous regardez un oiseau, il n'arrête pas de bouger. C'est donc potentiellement également le symbole de l'agitation, mais c'est le symbole de la légèreté, de l'inspiration. Les oiseaux, finalement, sont les animaux qui prennent de la hauteur et qui voient votre petit village avec son église et puis son cimetière d'un seul coup d'œil, parce qu'ils sont au-dessus. Donc, ils bénéficient d'une vision globale, et c'est le symbole des idées qui peuvent être inspirantes et qui peuvent donc donner de l'enthousiasme. Enfin, le feu, c'est le soleil qui éclaire, qui réchauffe et qui fait grandir, qui donne la vie d'une certaine manière. Enfin, il ne la donne pas, il la développe. Donc, il est le symbole de la croissance. Il est le symbole donc du progrès. Et puis le feu, si vous regardez bien, si vous allumez une allumette en dessous d'un rideau, eh ben, le feu va monter en ligne droite, de bas en haut, directement sans faire de détour, comme ferait des détours l'eau qui tombe de la montagne et qui passe à droite et à gauche et qui suit ensuite dans les plaines au cours de l'obstacle le moins difficile à franchir. Donc l'eau est sinueuse, le feu est direct. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est pour pouvoir resituer l'écoute dans son contexte, en l'occurrence le contexte d'un accompagnement. Quelles sont les 4 étapes d'un accompagnement?
Au départ, il y a un désir de la personne d'être accompagnée. Et alors la première chose qu'on va faire avec l'élémentaire, c'est de définir un contrat. Même si cette écoute n'est pas commerciale, même si elle n'est pas contractuelle dans le cadre d'une prestation de service, néanmoins, on écoute des amis parce qu'on les aime, on écoute des personnes parce qu'on les respecte ou parce qu'on s'intéresse à ce qu'elles ont à dire, mais dès lors qu'on rentre dans une écoute professionnelle, on les écoute dans le cadre d'un contrat, même s'il est gratuit ou non payant, on écoute dans une certaine perspective, avec un certain objectif. Il s'agit de définir probablement les délivrables que doit produire l'accompagnement dans un certain nombre d'échéances, et ça c'est ce qu'on appelle en coaching le contrat de coaching. Et l'écoute commence évidemment dès cet instant-là, elle écoute le désir de la personne de vouloir produire quelque chose par elle-même et pour elle-même, et au travers de cette définition d'un contrat, il y a une alliance qui commence à se définir. Et là, on rentre dans l'élément O, on rentre dans la relation. En fait, on y rentre dès l'expression, dès la rencontre, dès le moment où on se serre la main ou dès l'instant du premier regard. Mais l'alliance va commencer à se tisser une fois qu'on sait pourquoi on est ensemble, face à face ou côte à côte. Et donc cette alliance, elle va s'approfondir. L'enjeu de l'alliance, c'est de passer finalement à tisser une relation de confiance. Et finalement, c'est une phase d'ouverture dans laquelle l'accompagnant, le coach, va s'ouvrir aux idées que développe le client ou l'interlocuteur, qui va parler, probablement. Quand il s'agit de coaching, il s'agit de parler. Ou en tout cas, le client d'un coaching va s'exprimer, qu'il s'exprime par de la danse, par du chant, par de la peinture, par du football ou par de la parole, comme c'est le cas du coaching que nous enseignons. Et donc il va exposer d'une certaine manière la façon dont il voit les choses, il va exposer son problème, le défi qu'il a à relever, les difficultés qu'il rencontre, les atouts qu'il a, etc. Et pendant qu'il parle de ce qu'il voudrait réaliser et de comment il souhaite s'y prendre, le coach se met en position d'écoute pour entendre les éléments du cadre de référence. L'intention qu'il y a derrière ça, c'est de repérer comment la personne s'enferme toute seule à l'extérieur des solutions qu'elle cherche à construire ou à trouver. Et ça, c'est le moment de l'insight. Le moment de l'insight, c'est ce moment très particulier où, grâce à des questions, le client ou l'interlocuteur va faire une prise de conscience en se disant « Bon sang, ah ouais, d'accord, je comprends ce qui me bloque, je comprends comment dépasser le blocage, je comprends comment je pourrais réussir et résoudre la difficulté avec laquelle je suis aux prises ou l'objectif qui m'anime. » Donc là, il va pouvoir commencer à rentrer dans une sorte d'enthousiasme, c'est ce que je vous disais à propos de l'air, il va avoir un appétit, parce qu'il a trouvé des idées, il a trouvé des éléments de solution, et c'est la troisième étape du cycle d'un accompagnement, quand le client, une fois qu'il a bien établi l'objectif de l'accompagnement, qu'il a commencé à réfléchir, et que grâce à l'accompagnement du coach qui était en écoute profonde, il y a des questions qui ont été proposées, qui ont permis de faire insight, de faire prise de conscience. Il y a un éclairage qui s'opère dans l'esprit du client, qui voit de nouvelles solutions, et qui va donc pouvoir bâtir une solution plus écologique, plus innovante, plus efficace surtout, et qui vont l'amener à prendre des résolutions. Voilà. Et puis ces résolutions, ben, vous savez la valeur des bonnes résolutions qu'on prend le jour de l'an, généralement on ne les tient pas longtemps. Donc si un accompagnement s'arrêtait à l'étape de résolution, il n'aurait rien produit du tout. Il faut encore une quatrième étape, c'est l'étape qui est décrite en haut de la roue là. Vous avez vu terre, l'eau, l'air et enfin le feu. C'est le moment où l'interlocuteur va prendre des engagements. Il va donc capitaliser sur son expérience et les idées qu'il vient d'avoir et les résolutions qu'il vient de prendre pour se mettre en mouvement et commencer à engager des actions qui vont, pour lesquelles il va prendre des décisions. Voilà. Voici les 4 étapes d'un accompagnement au travers de cette symbolique. Et je voulais donc resituer notre propos d'aujourd'hui qui est l'écoute, qui est cette étape de l'eau, cette étape de l'ouverture, qui est cette étape absolument majeure, parce que sans écoute, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de coaching, on pourrait même dire sans écoute, il n'y a pas de relation. En ce qui me concerne,
je vais vous parler d'une écoute très spécifique, qui est l'écoute propre au coaching. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écoute de coach? Alors, c'est une écoute globale, c'est une écoute des processus au-delà des contenus, mais je préciserai ce que ça veut dire dans un instant. Et vous voyez la petite photo, c'est un singe qui se bouche les oreilles. Alors, ça paraît un peu paradoxal parce que un coach ou un accompagnateur, c'est quelqu'un qui est censé avoir une bonne écoute, qui est quelqu'un qui va vous écouter. Mais il ne va pas vous écouter au sens habituel du terme, comme on le verra. Il ne va pas forcément écouter ce que vous dites, il va écouter comment vous dites ce que vous dites. Il va donc avoir une écoute globale qui prend en compte non seulement le contenu de ce que vous dites, mais aussi la façon dont vous le dites, ce que vous ne dites pas, pourquoi vous dites ce que vous dites, etc. Autrement dit, il écoute des processus énergétiques qui sont à l'œuvre au travers de ce que vous dites, et en particulier dans ces processus, il va écouter ce qu'on appelle en coaching les processus parallèles. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est maintenant, on en parlera au moment où on en sera rendu là, dans notre présentation. Alors cet exposé, il est structuré en 3 grandes parties. Je vais d'abord vous dire qu'il n'y a pas d'écoute profonde, il n'y a pas d'écoute réelle sans présence. Et je définirai ce qu'on appelle la présence. Ensuite, on verra que pour être dans cet état de présence à l'écoute de l'interlocuteur, il faut une certaine posture. Et la question qui se pose, c'est comment on écoute? Et puis finalement, quand on se pose la question de comment, on s'aperçoit qu'il y a différentes choses à écouter. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on écoute? Voilà comment j'envisage de vous accompagner au travers de ce diaporama. Alors, commençons tout de suite. Fondamentalement, vous voyez cette chaise vide. Imaginez que nous soyons ensemble dans une salle et que je sois venu, en tant que formateur, vous former, supposons, à l'écoute professionnelle. Et donc vous me verriez assis sur la chaise. Et donc nous aurions toute chance d'entrer en relation. Et imaginez que je ne vienne pas. Alors vous seriez là, tous assis sur vos chaises, et vous attendriez la star américaine qui ne serait pas venue. Et alors, évidemment, on pourrait dire, il n'est pas présent, donc il est absent. Donc la relation entre nous serait assez faible. Si maintenant je viens m'asseoir sur cette chaise, alors on va dire, ah ça y est, il est présent, on va savoir ce qu'il a à nous dire. Mais imaginez que je sois à moitié dans ma tête, que je sois en train de penser à la nuit que j'ai passée, qui est fort mauvaise ma foi, que j'ai un peu mal à la tête, que je sois inquiet ou préoccupé par ce qui va se passer juste après la conférence, le rendez-vous suivant que j'ai. Autrement dit, je ne suis pas dans mon corps, je suis dans ma tête, je suis en partie avec vous et en partie ailleurs. Et là, on va s'apercevoir que la relation est faible. Donc on va se dire que, entre nous, il ne peut pas y avoir d'écoute profonde, ni de votre part, ni de la mienne, peu importe celui qui s'assied sur la chaise, il n'y a pas d'écoute profonde s'il n'y a pas de présence authentique de celui qui écoute. Alors qu'est-ce que c'est que la présence? La présence, finalement, c'est la question qu'on se pose, enfin c'est la réponse à la question qu'on se pose quand on voit une personne qui est un peu comme une coquille. C'est un masque social, on voit ce corps-là devant nous, et on dit, c'est qui qu'il y a dedans? Qui c'est celui-là? Qui c'est celle-là? Autrement dit, y a-t-il vraiment un escargot dans la coquille? Et alors, celui qui est présent à l'intérieur de la coquille, va-t-il avoir le courage de sortir de sa coquille pour aller au-devant de l'autre, de la relation? Dans cette image, je vous propose que l'escargot, ce soit vous, et le chat, ce soit l'autre. Alors, est-ce que vous avez le courage d'aller au-devant de la relation en vous exposant, en vous sortant de votre coquille, pour aller écouter? Vous voyez, l'escargot, il sort ses petites antennes, là, et puis alors, il tombe sur un environnement qui est apparemment très doux, très mignon, hein, pour ceux qui aiment les chats. Mais enfin, on sait qu'il y a des grosses griffes dans les papates toutes douces là, du chat. Et généralement, quand un chat rencontre un escargot, ça se passe pas super bien pour l'escargot. Parce que le chat, sans penser à mal, il veut voir ce que c'est, donc il appuie un peu avec sa patte. Après ça, il y goûte un petit peu en croquant pour voir si ça a bon goût. Puis bon, comme c'est un peu pas très ragoûtant, il le laisse et puis il s'en va. Mais en attendant, l'escargot, ça lui a pas fait du bien, sans doute. Alors, heureusement, vous êtes un escargot qui n'a pas peur
d'exprimer toute sa vulnérabilité et vous allez au-devant des autres avec votre cœur sur la main et les autres sont touchés par cette qualité d'être, par cette qualité de présence, du fait que vous n'avez pas peur, vous créez par votre rayonnement les conditions qu'il faut que les autres vous respectent. En tout cas, on va se raconter l'histoire comme ça parce qu'elle est plus agréable. Et donc, on va passer rapidement sur cette image pour dire que tout va bien se passer entre vous, l'escargot, et le gentil minou qui prend contact avec vous. Alors, nous, ce qu'on va se dire, c'est que finalement, sous la communication ordinaire, sous la conversation habituelle, il y a un niveau, comme dans l'iceberg que vous voyez sur cette photo, il y a le niveau apparent, ça c'est ce qu'on se dit, c'est ce qui se raconte, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ce qu'on entend si on enregistrait avec un micro, mais sous cette conversation, sous cette communication, il y a une relation. Et finalement, comme on l'a dit à propos de la chaise, il n'y a de relation que s'il y a présence. Et il n'y a de relation forte que s'il y a une certaine qualité de présence. C'est ce que voudrait représenter le petit soleil rouge là que j'ai dessiné tout au fond du glaçon, qui surdétermine la qualité de la relation, laquelle surdétermine la qualité de la communication ou de la conversation. Il y a pour ça un principe que j'appelle d'alignement, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement puissant ou il n'y a pas d'écoute puissante s'il n'y a pas de relation forte, il n'y a pas de relation forte à l'autre sans une présence profonde à soi-même. Comment est-ce qu'on est présent à soi-même en étant bien centré? Et là, je représente les deux petits bonhommes dorés, là, dont l'un est entouré d'une bulle rouge, sous-entendu qu'il est complètement présent à lui-même et pas simplement présent à l'autre. Alors c'est quoi être bien centré? On voit là une sphère avec un point au centre. Eh bien être bien centré, c'est être conscient de soi au centre et ne pas être complètement projeté sur la périphérie de soi au point d'oublier qui nous sommes dans le centre. Nous avons un appartement dans lequel il y a des pièces qui sont exposées à l'extérieur et puis il y a des pièces qui sont plutôt vers l'intérieur de l'appartement, ou des endroits de la pièce qui sont plus au centre et des endroits de la pièce qui sont plus vers la porte et vers les fenêtres. Eh bien, quand on se prend pour notre personnage social, quand on se prend pour nos pensées, quand on se prend pour nos émotions, quand on se prend pour notre corps, on se projette soi-même, on projette notre identité à la périphérie de nous-mêmes. Et là, on n'est pas centré. On est identifié au personnage que voient les autres. Et alors évidemment, on cherche à leur plaire, on a peur de les décevoir, on cesse d'être soi-même, on commence à être soumis à la dictature de l'appréciation conditionnelle des autres à notre égard, et là on n'est plus du tout en capacité de bien écouter, de bien accompagner les autres, parce que déjà on n'est pas nous-mêmes. Il n'y a personne sur la chaise, il y a quelqu'un qui fait des contorsions pour chercher à être quelqu'un d'autre, pour chercher à plaire et à faire plaisir. Il n'est pas lui-même, il n'est pas centré, il n'est pas authentique ici et maintenant, il n'a pas investi sa profondeur, et donc finalement, il n'est pas dans sa propre présence. Voilà ce que je viens de vous raconter au travers de ce slide, c'est que si vous voulez développer une écoute profonde, il va falloir que vous investissez votre propre profondeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité de présence? Je vais reprendre la symbolique des 4 éléments que j'ai présentés tout à l'heure. D'abord au niveau de la Terre, dont on a dit que c'était ce qui était structurant, c'était ce qui était concret, c'était ce qui était solide. Donc c'est rassurant la Terre. La Terre, ça bouge pas beaucoup, et finalement la bonne qualité de présence, ça se traduit par une bonne qualité d'accueil, une forte disponibilité, dans lequel, je disais, la Terre, c'est pas très agité, contrairement à l'air. Vous avez là une tranquillité. C'est dans cette forme de qualité de présence qu'on va avoir la présence de l'expert, qui est tranquille parce qu'il sait qu'il a la solution, il sait qu'il a les ressources, il sait qu'il a éventuellement les informations. C'est une écoute qui est précise, c'est un entretien qui va avoir tendance à être structuré, qui va éventuellement être méthodique. Voilà, ça c'est le type de qualité de présence signé par l'élément de la Terre. Ensuite, il va y avoir la qualité de présence marquée par la qualité de l'eau. Et l'eau, c'est l'empathie, c'est la capacité à vibrer, à ressentir les émotions, celles des autres et les siennes propres. C'est
la capacité à établir un lien de confiance, c'est la capacité à se présenter dans sa vulnérabilité. Rappelez-vous l'image du petit escargot là, qui sortait de sa coquille. C'est donc l'ouverture du corps, j'ai voulu dire deux mots à la fois, l'ouverture du cœur, mais qui se traduit par une présence dans le corps, y compris une présence dans les points vulnérables du corps, c'est ce qu'on appelle l'entrée en relation. Et la relation, c'est toujours au risque de l'autre. L'autre qui pourrait bien me rejeter, qui pourrait me faire du mal, qui pourrait porter des jugements sévères contre moi. Et si je me prends pour ce moi, si je me projette à la périphérie de moi-même, eh bien évidemment, ça fait mal là où l'autre me rejette ou me fait mal. Mais si je suis au centre de moi-même, eh bien j'entends du centre qu'il est en train de marcher sur un pied qui est en périphérie, ce qui effectivement fait ressentir une douleur émotionnelle, une douleur physique, une douleur narcissique, enfin je ne sais pas si les mots sont justes, mais une douleur psychologique. Mais cette douleur psychologique, ce n'est pas moi. Moi, je suis au centre, je la ressens, je l'accueille, je suis là, très vaste, très tranquille, et il y a une douleur quelque part, il y a dans la relation quelque chose que je contiens. Mais on y reviendra largement. Donc, cette écoute, cette présence au travers de la symbolique de l'eau, vous permet de comprendre que dans cette profondeur de soi-même, il y a quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, au contraire qui est extrêmement vaste et qui contient tout ce qui est à l'extérieur, même si c'est un peu paradoxal. Enfin, il y a la symbolique de l'air. L'air, c'est l'agitation, c'est l'activité, c'est la découverte, c'est l'exploration. Donc, on va avoir une qualité d'accueil, une qualité d'écoute qui est la curiosité, l'envie d'apprendre, le plaisir de découvrir, de co-construire, de créer. C'est le jeu de la relation et c'est l'enthousiasme. Enfin, il y a le feu comme quatrième symbolique possible. Et vous avez là le feu qui éclaire, le feu qui donne, le feu qui est généreux. C'est ce qu'on appelle l'écoute généreuse. C'est l'écoute qui fait crédit, c'est l'écoute qui est passionnée, c'est l'écoute aussi qui lâche prise sur le résultat. Elle se donne dans l'écoute. Elle n'attend pas d'écouter pour découvrir quelque chose de spécifique afin d'en faire quelque chose de spécifique, afin de gagner quelque chose pour elle-même. Cette écoute signée du feu, c'est une écoute désintéressée, c'est une écoute extrêmement directe, éventuellement extrêmement efficace parce qu'elle est sans filtre. C'est une écoute euh, qui, euh, qui écoute pour écouter. C'est l'écoute finalement, comme on va le voir dans un instant, c'est l'écoute de l'écoute elle-même. Alors, dans une perspective systémique, on pourrait dire que la partie est dans le tout et que le tout est dans la partie, et donc finalement, tout se passe toujours, ici et maintenant, pour vous, en vous-même et évidemment avec l'autre. Même quand l'autre est absent, physiquement, l'autre est présent, d'abord il est sur la planète, même s'il est décédé, vous avez eu connaissance de cet autre par des livres d'histoire, par votre imaginaire, par votre mémoire, par votre amour, et l'autre, qu'il soit physiquement présent auprès de vous ou pas, il est présent, ici, maintenant, et à tout instant. C'est pour ça que je dis, tout se passe toujours, ici et maintenant. Il n'y a rien qui se passe ailleurs, il n'y a rien qui s'est passé avant, il n'y a rien qui se passera après. Car avant, quand vous l'avez vécu, c'était l'instant présent, et après, quand vous le vivrez, ce sera l'instant présent. Donc d'une certaine manière, personne au monde n'a jamais pu et ne pourra jamais vivre autre chose que l'instant présent. Et finalement, l'instant présent, il est toujours vécu en vous-même, par vous-même et pour vous-même. Et l'autre n'en est jamais absent. Donc c'est un petit peu gonflé comme équation, comme théorème, si vous voulez, mais si vous voulez bien vous laisser dérouter par cette proposition un petit peu étonnante, eh bien, répétons-le une fois de plus pour bien l'intégrer, si vous voulez. Tout se passe toujours, ici et maintenant, en vous et avec l'autre. Ce qui veut dire que quand vous écoutez l'autre, fondamentalement, vous n'écoutez que vous-même. Et quand vous écoutez vous-même, vous n'écoutez finalement que l'écoute elle-même.
Alors, l'écoute, ça a ça d'extraordinaire, c'est que l'écoute est l'écoute d'elle-même, un peu comme la conscience. Par définition, la conscience est consciente d'elle-même. Eh bien, l'écoute, c'est d'abord l'écoute de soi-même, mais c'est au-delà de ça, l'écoute de l'écoute. Et dans cette écoute de l'écoute, dans cette écoute gratuite, dans cette écoute généreuse, dans cette écoute pour rien, dans cette écoute pour elle-même, il se passe quelque chose. C'est qu'il y a une forme de présence à soi-même et qui est contagieuse. Cette photo présente, vous savez, bon, des petites éprouvettes qui sont toutes reliées entre elles, et vous voyez que le niveau du liquide bleu, là, est identique dans les 4 réceptacles verticaux de l'éprouvette. C'est ce qu'on appelle le phénomène des vases communicants. La pression atmosphérique appuie de manière équivalente sur les 4 tubes, et donc le liquide se répartit d'une manière homogène, de telle façon à ce que on ait exactement la même ligne des 4 surfaces du liquide. Voilà, bon, ne nous arrêtons pas plus que ça à cette image un peu technique, que je ne suis pas sûr de bien maîtriser en termes d'explication, mais vous le ressentez, vous la voyez comme moi, et vous dites, ah oui, très bien, c'est un phénomène physique de ce qu'on appelle d'osmose ou de vase communicant. Euh, Plus je mets de liquide, mettons, dans l'éprouvette de gauche, plus le niveau va monter dans les 3 autres éprouvettes, parce qu'elles sont reliées entre elles. Autrement dit, cette image, elle exprime une forme de contagion. Ce qui se passe dans une éprouvette se passe dans les 3 autres. Et bien de la même manière, vous savez, c'est pas toujours facile de mettre une image pour illustrer le propos, c'est celle peut-être la moins mauvaise que j'ai pu trouver aujourd'hui. Alors, je veux dire par là que, avec une écoute profonde, vous vous mettez à l'écoute de vous-même, vous vous mettez à l'écoute du soi profond, vous vous mettez à l'écoute de l'écoute elle-même. Et cette écoute profonde est contagieuse. Et votre interlocuteur, votre client, va de ce fait se mettre à entendre ce qu'il dit, parce qu'il se met à l'écoute de lui-même. Plus vous l'écoutez, plus il s'écoute. Et cette écoute, elle se fait, cette transmission de qualité d'écoute, elle se fait malgré vous. Vous n'avez pas l'intention d'influencer votre client pour qu'il s'entende ou pour qu'il s'écoute davantage. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes quelqu'un qui avait décidé d'écouter, parce que c'est votre nature, parce que c'est votre vocation de coach, de thérapeute, d'accompagnateur, c'est tout simplement votre... Vous avez l'intention d'être dans l'écoute pour elle-même et par elle-même. Vous n'avez pas d'autre intention, vous n'allez pas instrumentaliser les objets que vous allez entendre dans votre écoute. Vous n'écoutez pas pour écrire un article, vous n'êtes pas un journaliste qui interviewe une personnalité, vous n'êtes pas un étudiant qui fait une enquête, vous êtes une personne, enfin vous n'êtes pas une personne, mais on va dire ça comme ça, vous êtes à l'écoute pour rien, au-delà de toute intention, au-delà même du projet d'aider ou d'accompagner qui que ce soit. Et dans cette écoute-là, vous avez toute chance de pouvoir accompagner et d'aider réellement vos interlocuteurs. Voilà. Alors, on en a fini avec cette première partie autour de quelles sont les conditions de l'écoute. Les conditions de l'écoute, c'est la présence. Et pourquoi? Parce que cette présence est contagieuse. Alors on va aborder la deuxième partie maintenant, qui est comment écouter. Comment écouter pleinement? D'abord, respirez, parce que si vous ne respirez pas, vous serez mort dans quelques instants. Donc heureusement, il n'y a pas besoin que vous fassiez attention à votre respiration pour que cela respire tout seul, du moins tant que le compteur tourne pour vous. Mais voilà, si vous voulez être présent dans votre corps, si vous voulez être présent tout court, il faut accueillir la respiration. Et donc, pour pouvoir maintenir une présence attentive à l'autre et à son propos, il faut que vous soyez dans l'accueil de la respiration, comment cela respire en vous, et d'une certaine manière, comment cela respire entre vous. Parce que vous savez, quand vous êtes à côté de quelqu'un, ce quelqu'un respire, c'est-à-dire qu'il inspire de l'oxygène, il rejette du gaz carbonique dans la pièce même où vous vous trouvez, et donc d'une certaine manière,
quand vous inspirez, et pardon pour ceux que cette image va dégoûter, mais c'est juste la réalité, vous allez inspirer de l'air que l'autre vient ou va expirer. Voilà, donc en respirant tranquillement, sans avoir aucune intention d'écoute, de toute façon, vous êtes déjà en relation, vous êtes déjà en train de respirer l'air qu'il respire. Alors c'est pas qu'on respire le même air, c'est que vous respirez son air. Vous respirez l'air qui vient de ses poumons. Vous voyez? Si on regarde les choses tranquillement, réellement, factuellement, quand vous êtes face à quelqu'un, n'importe qui, quand vous suivez quelqu'un dans la rue sans vouloir le suivre, simplement vous marchez derrière, eh bien, vous inspirez l'air qu'il vient d'expirer. Voilà. Et donc vous êtes là, en train d'accueillir ce qui est là, ici, maintenant, et vous appréciez ce qui est proposé par l'autre d'une façon vaste, c'est-à-dire sans vous restreindre à des commentaires du type «Oh là là, dis donc, il dit ça, lui, moi je suis pas d'accord. Ah là là, c'est difficile là ce qu'il doit vivre. Ouïe ouïe ouïe, qu'est-ce que j'aimerais pas vivre ça. Ah bah dis donc, c'est pas bien de penser comme ça, etc., etc., etc.» Tous ces commentaires qui sont des agitations mentales, qui sont des pensées qui émergent spontanément dans votre mental, alors rassurez-vous, vous ne pouvez rien faire pour empêcher qu'elle n'émerge. Ce que vous pouvez faire en tout cas, c'est de ne pas quitter votre centre en partant avec les pensées, en vous identifiant, à ce qu'elles racontent. Si une pensée raconte «Oh dis donc, j'aimerais pas vivre ce qu'il a vécu», ben, vous n'êtes pas obligé de partir avec cette pensée. Vous pouvez la voir sans la regarder et continuer d'écouter ce que dit la personne. Et les commentaires qui émergent spontanément en vous, issus de votre mémoire, issus de vos mauvaises habitudes en quelque sorte, en tout cas de vos habitudes tout court, pas besoin de coller l'étiquette mauvaise sur une habitude, mais disons que par rapport à l'enjeu qui est d'écouter d'une façon tranquille et disponible, toutes ces pensées sont appelées des pensées parasites. On ne peut pas les empêcher. Et donc, ce n'est pas de coller l'étiquette mauvaise pensée ou pensée parasite qui va favoriser le fait qu'elles disparaissent. Mais si vous êtes simplement tranquille, en train de respirer, maintenant une présence attentive, accueillant ce qui est là, y compris les pensées dites parasites, eh bien ces pensées, qui sont un processus d'agitation, vont se calmer, et petit à petit elles vont se dissoudre. Et peu à peu, avec l'expérience, avec la persévérance, eh bien vous allez disposer d'une écoute de plus en plus détendue, profonde et tranquille. Alors évidemment, dans cette écoute, si vous parlez tout le temps, eh bien, l'autre ne pourra pas parler et vous n'aurez pas grand-chose à entendre puisqu'il ne pourra pas en placer une. Donc il faut que vous vous taisiez. Et se taire, c'est se taire avec la bouche, avec la parole, mais c'est aussi se taire mentalement. Si pendant que la personne parle, vous avez toutes sortes de commentaires intérieurs, on vient de dire c'est une restriction de l'écoute, c'est une restriction de la présence, parce qu'aussitôt vous partez dans votre tête, autrement dit vous êtes moins dans votre cœur, et vous êtes certainement moins dans votre corps, donc vous êtes moins présent, donc la chaise de tout à l'heure est à moitié vide, même si votre corps y est, votre cœur n'y est plus, votre tête est partie dans des pensées. En fait, il ne s'agit pas non plus de préparer votre prochaine question, il ne s'agit pas de froncer les sourcils en essayant de comprendre ce que la personne veut dire, parce que là vous êtes dans du bavardage intérieur, vous êtes en train finalement, même si votre corps ne bouge pas, vous êtes en train de vous agiter sur votre chaise, vous êtes en train de faire des contorsions qui vous retirent de l'activité, de l'écoute silencieuse et profonde. Alors, la première condition de l'écoute, c'est le silence. Pour les gourmands qui aiment le silence, cette image là où on voit un lac calme sur lequel il n'y a rien, il n'y a même rien à voir puisqu'on voit que le soleil probablement va se coucher à moins qu'il ne se lève. Mais pour le moment en tout cas, il n'y a pas d'activité. Donc il n'y a rien. Et rien, c'est pas rien. Comme on peut le voir, il y a quelque chose dans ce rien. Mais quelque part, si c'est rien, c'est qu'il n'y a pas quelque chose dedans. Mais ce rien, dans lequel il n'y a pas quelque chose, ce rien est quelque chose. Et ce rien, c'est le silence. Quand vous êtes en silence, et quand l'autre, imaginons, est en silence également,
Il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à écouter, si ce n'est l'écoute elle-même, l'écoute du silence, et d'une certaine manière, c'est le silence qui écoute le silence. Et quand vous êtes dans cette posture d'être le silence qui écoute le silence, eh bien ce silence n'est pas un silence vide, rigide, froid, distant. Au contraire, c'est un silence chaleureux, un silence vibrant, un silence qui s'intéresse à l'autre, qui offre un espace d'élaboration silencieuse. Et dans ce silence de l'autre, il va lui émerger des idées, des pensées dont il va pouvoir, qu'il va pouvoir exprimer, qu'il va pouvoir partager et que vous allez accueillir dans le silence intérieur. Et au cœur de ce silence, il y a la présence. Quelle présence? Ici, on n'est pas dans un cours de religion ou je ne sais quelle théorie non dualitaire, dualitaire, ou est-ce que je sais, et j'ai aucun mépris contre tout ça, ce qui est parfait. Il y a de très bonnes vidéos sur Internet, des très belles personnes qui disent qu'elles ne sont pas des personnes et tout ça, ils sont très intelligents, et ils disent qu'ils ne sont pas intelligents, et ils ont raison de le dire, parce qu'ils sont l'intelligence, et ils ne sont pas quelqu'un d'intelligent, et je parle des autres, mais on pourrait parler de vous, comme on pourrait parler de moi. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de parler des principes fondamentaux de la vie, on est en train de parler de la relation, donc de la présence, donc de l'essence, donc de vous et de moi. Et donc à ce titre, on n'a pas besoin de se référer à XYZ qui a pourtant fait des vidéos passionnantes et extraordinaires, mais bon, ça c'est son affaire, ça ne regarde que lui ou que elle. En attendant, en ce moment, ici, maintenant, il y a vous et il y a moi, et les autres, qu'ils s'appellent Jacques Tartampion ou Monsieur Maharshi ou je sais pas quoi, et c'est très bien pour eux ce qu'ils ont dit. Et le fait qu'ils aient connu un éveil spirituel fantastique, ça ne regarde que eux. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant pour nous, mais pour l'instant, il n'y a que vous, ici et maintenant. Au cœur du silence, il y a la présence. Il y a la présence qui est vibrante, qui est rayonnante. Bon, alors, on va peut-être arrêter là avec cette histoire de présence, sur laquelle je suis revenu malgré moi, tellement elle est importante quand on parle d'écoute, mais j'aimerais vous parler un petit peu, rapidement, de la posture d'écoute. Alors quand je parle de posture, vous voyez une petite dame là qui est bien droite sur sa chaise, et puis l'autre à côté, elle a voussé son dos, voûté son dos. Je pense qu'on parle d'une voussure, et on parle d'un dos voûté, mais non pas d'un dos voussé. Alors la posture d'écoute n'est pas forcément une posture où le dos est droit. C'est pas ça que je veux dire. C'est pour illustrer, parce qu'il faut bien le faire quand on commence à mettre une illustration sur chaque photo, sur chaque slide, il faut bien mettre une photo après ça sur tous les autres, sinon c'est plus cohérent. Et j'aime beaucoup la cohérence. Alors, je voudrais vous dire que la posture d'écoute, finalement c'est la posture de l'accompagnement. Vous avez la posture du guide. Le guide, mettons un guide de haute montagne, ça sait quel pic on va escalader. Ça sait par quelle façade on va l'aborder. Ça sait par quel chemin sur la façade on va passer. Ça sait l'itinéraire, ça sait le rythme, ça sait l'équipement, ça sait la technique. Le guide, il est en position haute. Le guide de haute montagne, il connaît tout mieux que vous. Voilà. Quand on parle d'accompagnement et d'écoute, celui qui écoute ne sert à rien. Il est ni le père, ni la mère, ni le processus de la vie, il n'est que l'accoucheur, un peu comme ses mains qui portent un petit bébé. La posture d'écoute, c'est une écoute de catalyseur, de faciliteur. Voilà. Alors ça vous laisse peut-être songeur, le fait de dire, finalement, quand j'écoute, je ne suis pas grand-chose. Ah oui, parce que je ne suis pas le père, je ne suis pas la mère, je ne suis pas le bébé, je ne suis pas le processus de la vie, je suis rien du tout. Je suis un passant qui accompagne temporairement un accouchement dont la personne accouche elle-même, pour elle-même et par elle-même. Et dans quelques instants, elle sera repartie à ses aventures, et moi, je resterai là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi n'ai pas grand-chose d'intéressant, et donc je resterai là, je ne sais pas où c'est, cela où je suis censé rester, et l'autre, je ne sais pas où c'est ailleurs où il va, mais peu importe. Car ce qui est sûr,
c'est que je suis. Et quand je suis à l'écoute de l'autre, je suis à l'écoute de l'écoute, je suis tout court. Alors, la position d'écoute, c'est une position miroir. La photo que vous voyez là, en haut et à droite du slide, c'est censé être un miroir avec un joli cadre doré ovale. La position miroir, c'est une position qui favorise l'introspection, la réflexion, l'élaboration de l'interlocuteur. Quand vous entendez l'interlocuteur parler à toute vitesse, vous savez qu'il n'est pas en train d'élaborer. Vous savez qu'il est en train de décrire ce qu'il sait déjà. Donc, autrement dit, il y a un degré de profondeur auquel il n'a pas encore atteint dans sa réflexion. Et plus vous allez approfondir votre écoute, plus vous allez accueillir la présence en vous-même, à l'intérieur de vous-même, plus vous allez être cette présence qui accueille et qui contient ce qui est entendu dans ce que dit l'autre. Vous accueillez et vous contenez la respiration qui respire, le corps qui ressent ça me gratte l'œil, ça a besoin de bouger le pied, etc. Vous accueillez tout ça, finalement, dans cette position miroir. Qu'est-ce que va voir l'autre au miroir? Eh bien, il va se voir lui-même. Et si le miroir est présence, ce que va voir au miroir de la présence les personnes qui se présentent devant, eh bien, c'est quoi d'autre? Rien d'autre que la présence elle-même. Ils vont voir la présence qu'ils sont face à la présence que vous êtes. Alors, on va mettre maintenant des mots techniques. Position basse. La position haute, c'est la position du guide de haute montagne, qui est au-dessus de vous, parce qu'il sait, tandis que vous ne savez pas. Il est le professionnel, tandis que vous êtes le touriste. Il est le champion super entraîné, tandis que vous êtes l'andouille qui est venu en basket ou avec des sandales pour faire l'ascension du Mont Blanc. Voilà, il est en position haute par rapport à vous. Dans la posture dont nous parlons pour écouter profondément, c'est une position basse, position de quelqu'un qui ne sait pas. C'est également une position qui fait crédit d'intention. Vous savez ce que c'est que le crédit d'intention? Quand quelqu'un me dit quelque chose et que je me dis tu parles, il dit ça, mais en fait c'est pas vrai, il me dit ça, c'est pour m'embobiner, là je lui fais du débit d'intention. Quand au contraire, il a dit une maladresse, mais que je dis ah oui non mais ça c'est une maladresse, mais je comprends bien ce qu'il a voulu dire, c'est autre chose. C'est pas du tout, il n'a pas voulu m'insulter ou me faire de la peine. Il a dit une blague parce qu'il trouvait ça drôle. Mais dans son cadre de référence, c'est juste. Bon, pour le mien, il se trouve que ça m'écorche un peu, mais ça n'a aucune importance. Je lui fais le crédit que son intention n'était pas de me faire de la peine. Voilà. Le crédit de l'intention, c'est accorder le bénéfice d'une bonne intention à l'autre. Et puis l'écoute généreuse, parce que la présence est généreuse. Regardez la vie comme elle est généreuse. Regardez le nombre de végétaux différents, le nombre d'animaux. Soulevez un brave caillou, vous allez voir avec un microscope combien il y a d'insectes microscopiques, combien de bactéries, combien il y a de vie partout, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Donc la présence que vous êtes, cette présence est infiniment généreuse. Elle est infiniment abondante. Donc si vous êtes dans cette écoute généreuse, cette écoute, elle est dirigée vers les points d'appui, vers les qualités, vers les leviers, les opportunités, les ouvertures, toutes les perspectives de croissance notamment. Voilà. Comment c'est quand je suis en position miroir? Comment c'est quand je suis complètement présent et à l'écoute? Eh bien, pour reprendre la symbolique de tout à l'heure, qui m'est chère parce qu'elle est très structurante et à la fois très simple, donc je la trouve très didactique, on est complètement dans le corps. Alors, vous ne pouvez pas être ailleurs que dans le corps, hein, comme ça on est tranquille. Mais vous pourriez, tout en étant dans votre corps, être à moitié dans votre tête. Et donc, je vous invite, quand vous êtes en situation d'écoute, à être à l'écoute de votre corps d'abord. Vous êtes dans le corps, vous n'avez pas d'attente particulière, vous êtes dans l'ouverture. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, pour faire un jeu de mots, vous êtes dans le jeu, c'est-à-dire le jeu. Quand il y a jeu, vous savez, quand il y a un jeu dans un outil, ça veut dire qu'il bouge un peu, ça branle un peu dans le manche. Donc quand il y a un jeu, c'est qu'il y a une possibilité de mouvement, une marge de manœuvre. Eh bien, il n'y a pas d'enjeu, parce que l'enjeu fige tout, l'enjeu vous stresse, l'enjeu vous met de la pression. Par contre, quand il n'y a pas d'enjeu, eh bien, il y a du jeu possible. Il y a de l'espace à investir possible. Il n'y a pas de pression. En revanche, il y a de l'engagement. Vous êtes complètement
ici, présent. Dans l'image qui suit, on voit deux personnages qui jouent à l'aïkido. Je dis qu'ils jouent parce qu'ils ne se prennent pas forcément au sérieux en disant « tu m'as attaqué, c'est très vilain, je vais te foutre par terre parce que je suis très en colère ». Là, il n'y a pas de jeu. Là, on s'identifie complètement à des émotions, on est complètement restreint, on est complètement dans une caricature de nous-mêmes, on est dans une caricature de la situation. Quand on est dans le jeu, au contraire, on n'est pas face à un adversaire, on est avec un partenaire. En l'occurrence, ces dames-là, regardez celle qui a l'air de maîtriser la situation, elle a dû s'entraîner beaucoup, elle a dû acquérir des techniques, si bien qu'elle est mécanisée dans un certain nombre de pratiques, et il en va de l'aïkido comme de l'écoute, il y a des pratiques, il y a beaucoup d'entraînement pour bien écouter, mais finalement elle est en train de faire valser son adversaire, sa partenaire. Si vous regardez son visage, il n'y a aucune agressivité, et il n'y a aucune trace d'effort. Alors il y a beaucoup d'énergie dans cette image, il y a l'énergie de la détermination, il y a l'énergie de la concentration de la part du personnage qui est à l'avant de la scène, et puis il y a l'énergie cinétique de celui qui voltige, et finalement, il n'y a aucun effort. Il n'y a même pas de vouloir. L'adversaire ou la partenaire a attrapé l'épaule par la gauche ou la manche par la droite, il y a eu un enchaînement de réponses techniques sans rien de personnel. Je te mets pas par terre parce que je te déteste, je te mets pas par terre parce que c'est toi, je te mets par terre parce que c'est le jeu, parce que c'est le jeu de l'aïkido. Voilà. Si on faisait de la boxe, je te taperais sur le nez parce que c'est le jeu de la boxe. Si j'ai pas envie de taper sur le nez des gens, ben je monte pas sur un ring de boxe et puis c'est tout. Si je préfère faire de la peinture ou de la pâtisserie, je fais de la peinture ou de la pâtisserie. Il y a rien de personnel là-dedans. Je fais pas de la pâtisserie pour te faire plaisir ou je fais pas de la peinture pour t'ennuyer. Je fais de la peinture parce que c'est ma nature de faire de la peinture. Il y a énergie, mais il n'y a pas effort, il n'y a pas intention. Voilà. Alors, on en est rendu à 46 minutes. Ceux qui sont encore parmi nous ont bien eu mérite d'avoir écouté jusqu'ici, mais on n'a pas tout à fait fini, parce que je vais maintenant vous parler de qu'entendez-vous quand vous écoutez. Alors j'aime bien la photo de cette petite fille qui écoute à l'intérieur du coquillage, là. Elle a les yeux fermés pour bien se concentrer, et elle croit qu'elle écoute à l'intérieur du coquillage et elle entend la mer, mais en fait, ce qu'elle entend, c'est elle-même, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il y a quatre sortes de choses. Ah zut, voilà. La terre, j'étais à la surface, c'est le disque bleu. L'eau, j'ai été dans l'écoute des émotions sous-jacentes. L'air, j'ai été à l'intérieur des pensées de l'autre pour sentir comment son logiciel est construit, quelles sont ses croyances et ses valeurs, et non pas ses valences et ses croyeurs. Et puis, quand je vais encore plus profond, eh bien, je vais dans le feu, à l'intérieur de moi-même. Alors, je retourne là où nous étions rendus. Dans les échos systémiques, je vais écouter quel est le transfert énergétique, qu'est-ce qui est transmis par l'autre comme résonance à l'intérieur de moi-même. J'écoute finalement comment ça me touche. Alors, je voudrais maintenant, j'ai été un peu vite, mais tant pis, on est déjà rendu à 48 minutes, donc je vais essayer de ne pas m'éterniser trop. Vous connaissez sans doute cette métaphore de la personne qui cherche en rond sous un réverbère, et l'autre s'approche et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais depuis une demi-heure, je te regarde ?» Tu tournes autour de ce réverbère en regardant par terre attentivement, et la personne répond « Mais je cherche mes clés. » Ah bon, mais tu penses que tu as perdu tes clés sous le réverbère? Ah ben non. Ben alors pourquoi tu cherches sous ce réverbère? Ben parce que c'est là où il y a de la lumière. Voilà, alors elle est bien connue cette histoire, elle est assez amusante. Enfin bon, je vous accorde que c'est pas désopilant au point de se taper le ventre par terre, mais elle est tout de même intrigante. Elle est absurde. C'est un fou qui tourne autour d'un réverbère sous prétexte que c'est là qu'il y a de la lumière, alors qu'il a peut-être perdu ses clés, je ne sais pas, dans sa voiture. Oui, mais dans la voiture, il n'y a pas de lumière, supposons. Alors c'est pour ça qu'il regarde sur le réverbère. Bon, c'est absurde. C'est absurde et pourtant c'est ce que nous faisons tous. Quand effectivement vous avez perdu vos clés, supposons,
Et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ces clés? Alors vous allez dans l'entrée, sur la petite commode, là, près de la porte, elles n'y sont pas. Vous ouvrez le tiroir, elles n'y sont pas. Vous retournez à la cuisine, vous avez mangé un petit sandwich avant de partir, vous regardez sur le plan de travail, vous regardez, éventuellement vous ouvrez le frigidaire, vous êtes bien capable d'avoir posé vos clés quand vous avez pris le beurre ou le saucisson, et puis ensuite vous allez sur la table je sais pas, de la salle de séjour en disant, bah, je vais peut-être poser là en passant, je ne sais pas. Voilà. Et puis non, elles sont nulle part. Alors qu'est-ce que vous faites? Ben, vous retournez dans l'entrée, voir sur la petite commode, et vous ouvrez le tiroir pour vérifier qu'elles y sont effectivement pas. Vous retournez à la cuisine parce qu'il n'y a pas, c'est pas possible. Vous avez été de l'entrée à la cuisine, donc vous retournez à la cuisine, vous vérifiez le plan de travail, vous ouvrez le frigidaire parce que quitte à être absurde, autant l'être jusqu'au bout, donc vous l'ouvrez 2 fois de suite, et puis ensuite vous allez au salon, et là vous voyez qu'elles ne sont pas sur la table du salon ou de la salle à manger. Alors qu'est-ce que vous faites? Ben, si vous êtes complètement débile, vous retournez dans l'entrée, puis vous faites le parcours une 3e fois. Autrement dit, vous cherchez là où il y a de la lumière. Vous cherchez sous le réverbère, même si, à l'évidence, les clés ne sont pas sous le réverbère, sinon vous les auriez trouvées depuis longtemps. Alors, finalement, si on cherchait nos clés là où elles sont, on les trouverait tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous dis, hé, t'as regardé dans la poche de ton manteau? Alors là, vous allez regarder dans la poche du manteau, et supposant qu'elles y soient, eh bien vous les trouvez. Autrement dit, si vous regardez là où sont les clés, vous les trouvez. Inversement, si vous ne trouvez pas vos clés, c'est donc que vous cherchez là où elles ne sont pas. Alors ça, c'est très important. Ça paraît de la logique de premier degré, et effectivement, je vous rejoins, c'en est, mais ça a une conséquence extrêmement importante en coaching. C'est que les solutions ne sont jamais dans l'espace problème. Le client est le champion du monde de son problème. Son problème, ça fait 15 jours qu'il est aux prises avec. Il a une difficulté avec son comité de direction. Il a une difficulté avec son patron. Il a une difficulté avec sa secrétaire. Il a une difficulté avec sa maman. Elle a une difficulté avec sa fille. Elle a une difficulté avec son amant. Elle a une difficulté avec je ne sais quoi. Ça fait 15 jours, pour ne pas dire des mois, que cette difficulté l'enquiquine. Et donc elle l'a regardée dans tous les angles, sous tous ses aspects, et elle a essayé plein de choses et rien n'a marché. Mais vous savez quoi? Cette difficulté qu'a rencontrée cette personne, c'est pas la première fois qu'elle la rencontre. Parce qu'il y a une sorte de répétition dans la vie. Il y a des scénarios qui s'inscrivent, ou plutôt dans lesquels on s'inscrit. Ouais, on va dire ça, peu importe dans quel sens. Et finalement, ce scénario se reproduit jusqu'à ce qu'on trouve la solution du rébus. Et on tourne comme un beau diable à l'intérieur de l'espace problème, comme la personne qui cherchait ses clés dans toute la maison sans les trouver, comme ce fou qui tourne autour du réverbère en cherchant ses clés, parce que c'est là qu'il y a de la lumière, tout simplement parce que c'est là qu'il pense à regarder. Et quand vous dites, mais comment je peux faire? Il faudrait que je lui parle, mais j'ai essayé de lui parler, elle n'a pas écouté. Il faudrait que je lui mette de la pression, mais la pression, elle la rejette. Il faudrait que je sois sympa, mais elle ne trouve pas que je sois sympa. Il faudrait que je la séduise, mais elle ne me trouve pas séduisant. Ah là là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il faudrait que je sois sympa. Oui, mais ça, j'ai déjà dit, ça ne marche pas. Faudrait que ben voilà, ça ne marche pas. Donc, quand j'ai traité le problème par toutes les approches que je pouvais voir, je suis démuni, je me sens impuissant et je suis enfermé dans l'espace problème. Si j'avais trouvé les clés tout de suite, j'aurais même pas été voir un coach. J'aurais même pas parlé de quoi que ce soit, donc personne n'aurait eu l'occasion d'écouter. Genre, je me demande comment faire, j'ai une idée, je le fais, ça marche, bon bah très bien, j'en ai parlé à personne. Donc personne n'a pu écouter quoi que ce soit à ce propos. Si vous écoutez quelqu'un, c'est parce qu'il a une difficulté, pour ça qu'il vous en parle. Et sa difficulté, c'est parce qu'il la connaît bien, parce qu'il en a fait le tour 10 fois, et parce que la solution n'est pas à l'intérieur. Autrement dit, vous savez que ça ne sert à rien d'écouter ce que vous dit l'autre, parce qu'il ne peut vous dire que ce qu'il connaît déjà. Il ne peut vous dire que le problème. Il ne peut vous dire que là où il n'y a pas la solution. Alors il vient vous voir pour être aidé à trouver une solution, et il ne va vous dire que des choses dans lesquelles il n'y a pas la solution. C'est ce qui fait dire, vous vous souvenez, je vous avais montré une photo tout à l'heure, où l'écoute de coach était symbolisée par un singe qui ricanait, qui rigolait plutôt, et qui se bouchait les oreilles. Parce qu'un coach, ça n'écoute pas ce que vous dites, ça écoute les résonances à l'intérieur de soi-même, ça écoute comment vous vous enfermez à l'extérieur des solutions, comment vous vous enfermez à l'intérieur de l'espace problème. Alors l'écoute du cadre de référence, c'est l'écoute dont le problème est posé par la personne qui pose
à qui est posée cette difficulté. Comment la façon dont le problème est posé participe de la création du problème. Quand je dis, tu comprends, il m'énerve celui-là, eh bien en fait, c'est pas qu'il m'énerve, c'est que je m'énerve après lui. Donc, comment t'y prends-tu pour t'énerver après cette personne? Voilà l'écoute du coach. Et comment, s'il pose cette question au client, le client ne saura pas y répondre. Il faut que le coach écoute comment la personne s'y prend pour s'énerver après son interlocuteur, comment cette personne devient potentiellement énervante, ou comment le coach va réussir sans le vouloir à énerver le client, ou comment le client va être énervant vis-à-vis du coach. Finalement, le coach va entendre l'énervement qui est présent chez le client et en lui-même, mais au lieu de réagir émotionnellement à cet énervement, il va tout simplement accueillir l'énervement, le laisser se dissoudre, voire même le formuler en miroir à son client, parce qu'il est à l'écoute du processus d'énervement et non pas à l'écoute du contenu de l'énervement. Quand quelqu'un vous dit « tu comprends, il m'énerve, je lui ai dit 10 fois, il fait rien que pas m'écouter, il fait rien que de faire exprès de m'embêter, il est vraiment pas gentil ». Voilà, hein, je caricature une posture un peu enfantine de quelqu'un qui se plaint auprès de vous des comportements d'un autre. Si vous dites, ah bah ouais, c'est sûr que si tu lui as dit 10 fois et qu'il n'a pas écouté, c'est sûr que s'il t'a manqué de respect, oui, effectivement, il est énervant. Et là, vous vous identifiez à l'autre, vous vous projetez, vous êtes dans une écoute du contenu avec une sorte d'identification aux émotions que ressent l'autre, vous vous mettez à les ressentir vous-même et vous vous retrouvez enfermé à l'intérieur de l'espace problème avec lui. Si en revanche, vous écoutez, oui, enfin vous entendez ce qu'il vous dit, vous entendez les émotions qu'il ressent, mais surtout vous écoutez comment il s'enferme, comment il s'énerve, et que vous écoutez qu'est-ce que ça vous fait à vous, et comment ça vous énerve à vous aussi, ou comment vous avez l'impression que vous finissez par énerver à votre tour ce client. Qu'est-ce qui fait en vous que votre client s'énerve après vous? Eh bien là, vous avez cette écoute puissante, qui est une écoute du cadre des références et une écoute des échos systémiques, qui vous permet de pouvoir offrir au miroir quelque chose qui va faire bouger votre client, non pas en surface, mais en profondeur. Alors, ça paraît compliqué tout ça, mais en fait, ça ne l'est pas. En fait, c'est tout simple. Il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a pas besoin de focaliser votre attention sur la terre, l'eau, l'air, le feu. Il n'y a pas besoin de respirer d'une façon spéciale. Il n'y a pas besoin de vous prendre un ton, un rythme, une posture de bonze, là, pour faire celui qui médite pendant qu'il écoute. Il n'y a pas besoin de prendre des postures. Il y a juste, il n'y a même pas besoin d'aller au-devant de ce qui est proposé par celui qui parle. Il parle, il parle pas, il parle pas. Vous restez sur votre chaise, vous restez tranquille en vous-même. Vous accueillez, vous laissez venir à vous-même, que ce soit des paroles ou du silence. Et ce silence, comment est-il? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il pique? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'il vous met à l'aise? Ces paroles, est-ce qu'elles vont vite? Est-ce qu'elles vont doucement? Est-ce qu'elles sont centrées? Est-ce que ça part du ventre? Est-ce que ça vibre quand ça parle? Est-ce que ça vibre chez l'autre? Est-ce que ça vibre chez vous? Voilà ce que vous accueillez. Et vous ne vous posez évidemment pas toutes ces questions. Vous laissez venir à vous un certain nombre de réponses qui émergent spontanément du centre de ce que vous êtes, avec lequel vous êtes en contact. Et c'est depuis ce centre que vous écoutez la périphérie. C'est ça qui est difficile parce que c'est simple. Et notre mental qui complexifie tout, qui le rend tout compliqué, plutôt notre mental qui complique tout, n'embrasse pas la complexité dans sa simplicité, il la décompose en plein de petites choses différentes et contradictoires, si bien qu'on ne sait plus où donner de la tête, c'est le cas de le dire, alors qu'il n'y a rien à donner avec la tête, il y a tout à accueillir par le corps. Voilà, j'en terminerai avec cette dernière chose. Vous avez là un symbole d'une vision qui va dans le sens de la flèche. Je suis du côté du disque bleu et je concentre mon attention pour comprendre sur un tout petit point. C'est ce que j'appelle un regard conique, une écoute dirigée, une vision pointue, une focalisation active vers un objectif quelconque. Et ceci n'est pas l'écoute profonde dont nous parlons. Ceci est une écoute nécessaire. Quand vous n'avez pas entendu un mot, vous dites pardon, comment, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, là vous êtes en train de tendre l'oreille, de pointer votre attention. Quand vous n'avez pas vu
sur l'image, vous focalisez votre regard sur ce petit point pour bien voir ce que ça représente. Voilà, c'est une écoute, c'est un regard pointu. Et puis, ce dont on parle, nous, dans le coaching, et aujourd'hui dans l'écoute profonde, c'est ce regard sphérique, cette écoute ouverte. Je parlais tout à l'heure de 360 degrés sur le plan d'un disque. Ça vous donne une vision globale. Et ça vous permet de laisser émerger des éléments de solution ou des questions qui viennent du centre. Et voyez que les flèches ne sont plus orientées du centre vers l'extérieur, elles sont orientées de l'extérieur vers le centre. Donc je n'ai rien à faire. Je me contente d'être attentif et présent. Voilà. On est rendu à 1 heure. Cette conférence pourrait s'arrêter là. Dans le schéma de tout à l'heure, les problèmes viennent de la personnalité et des émotions sous-jacentes, tandis que les solutions viennent du centre. Alors, ce que je vous ai dit aujourd'hui par rapport à l'écoute, c'est qu'il n'y avait pas d'écoute sans présence, il n'y a pas de présence sans aller jusqu'au centre de soi-même, et ça tombe bien, parce que quand vous allez au centre de vous-même, eh bien, il y a quelque chose qui est contagieux, je vous l'avais dit avec le petit schéma des éprouvettes, là, il y a quelque chose qui se transmet et qui invite implicitement votre interlocuteur à aller au centre de lui-même, à s'identifier non pas au masque social, non pas aux émotions et aux pensées qui émergent de façon sous-jacente, mais encore plus profond dans l'espace vaste qu'il est, dans lequel il peut contenir tout ça, le déborder, l'assumer et le digérer. Alors, voilà, comme les solutions émergent du centre, il vaut mieux regarder là où sont les clés plutôt que là où elles ne sont pas pour trouver les solutions. C'est donc qu'il faut regarder au centre, là où sont les clés, plutôt qu'au pourtour, là où il n'y a que les problèmes. Si vous êtes à Paris et que vous voulez aller à Lille, il ne faut pas aller du côté de Marseille, il ne faut pas aller vers le sud, vous n'irez jamais vers le nord en allant vers le sud. Et bien de la même manière, vous n'irez jamais vers les solutions en allant vers les problèmes, puisque les solutions ne sont pas dans les problèmes. Donc quand vous écoutez les autres dans une perspective d'accompagnement vers les solutions, il ne faut pas écouter les problèmes, mais écouter en dehors du problème. Autrement dit, il ne faut pas écouter ce que dit l'autre, il faut écouter au-delà de ce qu'il dit. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que finalement, c'est pas compliqué, il suffit d'être vous-même, d'être au centre vous-même, être authentique, d'être disponible, d'être tranquille. Et quand on regarde de la superficie à la profondeur, vous trouvez un certain nombre de prestations, de contributions qui sont plus ou moins puissantes. Les moins puissants sont les apports et les conseils. Ensuite, vous trouvez les reformulations et les feedbacks. Ensuite, vous trouvez un certain nombre de choses, jusqu'à l'écoute orientée, jusqu'à l'écoute non orientée, du silence attentif, généreux, gratuit, rayonnant. Et c'est ça qui probablement est au cœur de l'écoute, et c'est ça qui est au cœur du coaching, et c'est ça qui crée véritablement l'effet coaching, mieux que les questions et toutes les contorsions qui sont pourtant des nécessités de la conversation de coaching, de la technique de communication. Voilà. Si vous voulez tendre le miroir en professionnel, cela s'apprend. Il faut s'entraîner. Je vous le disais, pour comprendre ce que je vous ai dit là, il suffit de l'entendre une fois. Le sachet de thé est mouillé, ça y est, il est mouillé. Alors évidemment, si on le sort de l'eau et qu'on le laisse sécher, il va de nouveau être sec. Et donc, si vous ne revenez pas à ces questions, vous allez les oublier. Mais vous avez déjà compris, et il n'y a rien d'autre à comprendre. Si vous voulez venir à nos formations, vous ne comprendrez rien de plus que ce que je vous ai dit là. Je ne vous dirai rien de plus. Par contre, vous allez pratiquer, 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 jusqu'à maîtriser, jusqu'à intégrer, jusqu'à digérer, jusqu'à ce que ça devienne votre propre nature, vos réflexes. Alors, nous avons dans le coaching de l'énergie un cycle de coaching d'équipe qui dure 12 jours, en 4 fois 3 jours. Vous avez les fondamentaux de l'approche coaching pour des consultants, pour des commerciaux, pour des managers, pour des non-coachs qui voudraient se familiariser avec l'approche coaching sans pour autant devenir des coachs, mais s'approprier les techniques de base du coaching pour améliorer leur management, leur communication, leur prestation de service. Ensuite, vous avez un stage de 4 jours qui parle de l'excellence en coaching individuel.
Ça, c'est comment des coachs déjà formés par nous ou déjà formés ailleurs veulent venir approfondir, devenir excellents dans leur pratique. Parce que quand on fait par exemple 12 jours de coaching d'équipe, ben c'est déjà beaucoup, mais par rapport au cycle qui existe sur le marché, c'est plutôt pas beaucoup de journées. Alors bien sûr, ils vous mettent qu'ils ont 400 heures parce que vous faites plein de training avec les copains, vous regardez des e-learning, vous faites plein de trucs en dehors. Mais bon, la formation, c'est 12 jours. Et éventuellement, ils vous en vendent 18 ou 22, mais sans parler des cycles universitaires qui vous vendent un an de formation, je me demande bien ce qu'on peut mettre dedans. Enfin bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, j'estime qu'en 12 jours, j'ai largement donné suffisamment, et quand les gens ne sont pas stupides, et ils ne le sont pas, eh bien, ils n'ont qu'à faire le reste par eux-mêmes. Comme dans la vraie vie, comme dans le coaching. Le coaching, c'est pas la prise en main de quelqu'un pendant un an, c'est quelques séances pendant quelques mois. Et après ça, la personne est autonome. Donc pour moi, les formations en coaching ne doivent pas durer une éternité. Ça doit être concentré, direct, efficace, puissant, profond, tranquille, gentil, agréable, tout ce qu'on voudra, mais ça doit être court. Mais ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Moi, je vous indique où est mon midi à moi. Donc, il y a également, pour vivre du coaching, c'est bien joli, mais il faut pouvoir en vendre. Et vendre, ça s'apprend, c'est une technique. C'est pas au pifomètre, c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on peut vendre. De même que c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on peut coacher. Il y a des techniques et ça s'apprend. Et bien pour la vente, c'est pareil. Et enfin, une fois que vous êtes formé, une fois que vous pratiquez, il y a souvent besoin d'être supervisé. Donc vous trouverez sur le site Origine un certain nombre de éléments d'information sur nos formations et sur nos supervisions. Et cette fois-ci, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre patience. Je vois sur le petit compteur que cette conférence a duré 1h06 et j'ai pourtant parlé assez vite. En tout cas, je n'ai pas traîné entre les différentes idées. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Ceci est terminé.